Durant cette pause musicale, on a Christophe qui nous a rejoint et nous allons lui laisser la parole, à lui et à l'invité du jour que nous recevons, Damien Galisson, pour son roman fantasy La Dragonne et le Drôle, édité aux éditions Sarbacane. Alors, on reçoit aujourd'hui Damien Galisson, qui a écrit le livre La Dragonne et le Drôle aux éditions Sarbacane. Bonjour. Bonjour. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté l'interview. Je suis avec Jérémy Stocky, et qui lui aussi a écrit un roman de fantasy qui s'appelle Éléments, les derniers enfants de fête. Pardon, j'ai Bonjour, perdu. bonjour à tous et bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors, on va se concentrer d'abord sur La Dragonne et le Drôle, sur cette histoire. Donc, c'est l'histoire d'une troupe de brigands flanquée d'un gamin qui est surnommé le Drôle. Il n'a pas de prénom, du moins, il ne s'en souvient pas. Et un jour, le Drôle tombe sur un dragon qui va s'avérer être une dragonne, ou plutôt c'est l'inverse, c'est la dragonne qui tombe sur le Drôle. Alors, avant de revenir au livre, enfin de parler du livre, j'aimerais parler un petit peu de vous, Damien Galisson. Vous avez fait partie d'un groupe métal qui s'appelle Tannen, ça se dit comme ça, Tannen. Tannen, absolument. Vous étiez le parolier Oui, du les groupe, paroliers et chanteurs. le chanteur aussi. Alors, les textes étaient très sombres. C'est ce que je me suis dit en ouvrant votre livre. Je me suis dit, bah, tiens, il passe d'une écriture noire, d'une noirceur, grâce à un truc un peu plus lumineux. Et puis les dragons, etc., etc. Et puis après, hein, j'ai refermé le livre et je me suis dit qu'il y avait quand même aussi de la noirceur dans cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sans spoiler? Oui, oui, moi je pense que la dragonne et le drôle, oui, il y a quelque chose de lumineux, et je pense que la partie lumineuse, c'est sans doute le fait de se mettre dans la peau d'un gamin, de voir le monde par les yeux de quelqu'un qui a 12 ans, et donc il y a cette fraîcheur-là. Et en même temps, il est confronté à un monde qui est difficile, qui est pas simple. Voilà, donc bon, puis je pense que la fantasy et le métal sont deux genres qui aiment bien s'entremêler, donc depuis longtemps et pour longtemps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il y a deux choses qui frappent dans votre livre dès qu'on l'ouvre. La première chose, c'est la bande-son. Ouais. Alors, on va s'arrêter dessus. Donc, il y a Radiohead, Brutus, Gojira, Cult of Luna. Eux, je ne les connaissais pas, j'ai découvert. Pourquoi il y a une bande-son dans votre livre? Alors, la bande-son du livre, c'est dû à Thibaut Bérard qui a créé la collection chez Sarbacane. Et je pense que c'est quelqu'un qui adore le rock. Et la collection Exprime, depuis ses débuts, en fait, a cette bande-son dans tous les romans Exprime. Moi, je trouvais ça, j'ai tout de suite kiffé ce truc-là parce que voilà, j'écoute beaucoup de musique, je vis avec la musique et j'écris en musique. Les titres qui sont là, alors ceux qui sont chantés sont un peu moins présents. Moi, étaient présents dans ma vie au moment de l'écriture, mais un peu moins pendant l'écriture. Mais par contre, voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai écrit quasiment avec l'album qui tournait en boucle, notamment Russian Circles, qui est un groupe qui crée des boucles. Ils sont que trois, on a l'impression qu'il y a 50 instruments. Pour le coup, il y a pas de chant, et puis on passe vraiment par des parties hyper mélodiques et puis des parties plus intenses parce que ça reste du métal. Voilà, un groupe comme ça, moi, pour l'écriture, en fait, pour arriver à se plonger, s'immerger dans l'écriture, ça a été un sacré moteur. D'accord. Donc, en gros, vous écrivez avec la musique en fond, entre guillemets, pour Mhm. l'immersion et pour l'inspiration, mais la bande-son qu'on trouve en première page de votre livre, c'est j'allais dire une demande, non, mais c'est la signature de la maison d'édition. C'est bien ça? Ouais, la signature de la maison d'édition, complètement. D'accord. Alors, il y a la deuxième chose qui frappe dans votre livre, c'est la mise en page. Ouais. Euh, donc, on voit des mots qui sont pas bien alignés avec les autres, des lettres qui se baladent de ci, de là. Donc, je vais vous demander pourquoi. Moi, je vais vous dire mes deux théories. Vous allez me dire s'il y en a une qui est bonne ou si c'est du délire total. La première théorie que j'avais, c'était que les lettres, elles sont poussées par le vent, comme les îles qui sont poussées par le vent dans votre livre. Et la deuxième théorie, c'est juste des bouts de chansons qui se baladent, vu que la chanson, c'est aussi un thème
un thème dans le livre. Pourquoi vous avez choisi cette mise en page? Alors, c'est rigolo, je reviens un petit peu sur les théories. C'est vrai que j'avais pas pensé à la question du vent qui souffle les mots, mais c'est vrai que ça correspond un peu à l'état d'esprit du drôle, finalement, d'être un peu comme ça, parsemé, éclaté. On lui dit des fois qu'il flotte. Voilà, c'est ce qu'on dit aux gamins qui ont un trouble de l'attention, souvent. On va dire, ah, tu flottes, t'es dans la lune, t'es dans les nuages. Donc, j'y avais pas pensé, mais l'analogie est chouette. Euh, Moi, en fait, j'ai envoyé un roman à Sarbacane qui était presque en alexandrin à la ligne, sans forcément toute la rime, etc. Mais d'un point de vue mise en page, on était pas loin du chevalier à la charrette, quoi. On était un peu à l'ancienne. C'était un roman tout de suite en vers, avec tout de suite cette poésie. Par contre, j'avais pas du tout joué avec les mots au niveau de la mise en page. Et chez Sarbacane, on m'a dit assez vite, écoute, on adore, mais va lire Clémentine Beauvais et vois ce que tu peux faire avec ton texte et jouer avec ton texte. Et donc j'ai lu Songe à la douceur, que j'avais pas lu jusque-là parce que simplement je lis que de la fantaisie et que ça n'en est pas. C'est une histoire d'amour entre ados. Et alors j'ai pris une espèce de calotte tant au niveau de la plume, du texte, une histoire qui a priori me touche pas, n'est pas, voilà, c'est pas ma fibre littéraire. Et j'ai adoré, d'une part, et puis d'autre part, bah, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec le graphisme, avec la BD, de se dire, bah, si je mets un mot tout seul au milieu d'une page, en fait, il pèse 3 tonnes, et si je fais du gris typographique à la ligne, on est plus dans quelque chose de descriptif qui peut aller plus vite, etc. Donc, en fait, quand on écrit, on a toujours ce truc de je fais une phrase courte ou je fais du vers blanc, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont cachés dans le texte, qui font partie de la rythmique, du rythme qu'on met dans le texte. Et là, voilà, ça donne un outil de plus pour vraiment faire de la mise en page et pour dire, allez, jusqu'à voilà, une phrase, il y a un mot qui est dans l'air et qui est tombé, quoi. On se rapproche du graphisme. Et j'ai adoré faire ça. Ouais. Et alors pareil, hein, a priori, quand j'ai feuilleté le livre avant de le lire, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais rentrer dans l'histoire avec tous ces bouts de phrases qui se baladent? Et en fait, non seulement on rentre dans l'histoire, mais ça participe aussi à l'immersion dans l'histoire avec toutes ces îles qui bougent et j'allais dire l'insécurité que ressent le drone, on la ressent aussi. Je rebondis aussi sur le poids des mots. J'avais noté cette phrase qui est dans votre livre. Les gens qui parlent trop, comme le fait Gargotte, savent-ils qu'avec un seul mot, une syllabe, un murmure, le taiseux pèse plus lourd qu'une île? Oui, Ça, oui. voilà. Je m'étais fait la réflexion, j'avais entendu quelqu'un parler de, je sais plus quel chanteur, un vieux chanteur de variette, et de dire, il se passe rien sur scène, il bouge pas. Mais par contre, voilà, il fait un geste, ça pèse des tonnes. Et en fait, j'aime bien cette idée de dire que, bah oui, dans une assemblée où tout le monde raconte, dit des choses, etc., en fait, celui qui dit jamais rien, au moment où il parle, tout le monde se tait pour l'écouter. Et voilà, c'est pas la même chose que quelqu'un qui peut vous abreuver de paroles tout le temps. Ça pèse pas la même chose s'il y en a peu ou s'il y en a beaucoup. En mise en page, souvent, on va dire que la mise en page d'un magazine qui a beaucoup de pognon pour se dire je mets peu de mots dans un texte, dans une page à quatre, et ben on sait que voilà, il y a beaucoup de blanc autour, quoi. Il y a de la place. En fait, plus il y a de place, plus le mot peut prend lui de la place, voilà, dans ce vide. Jérémy, tu veux intervenir? Non, non, non. Ben, moi, par rapport à ce que tu disais, Christophe, sur les débuts, et notamment à la construction du livre et à la mise en page, moi, ça m'a vachement dérouté, en fait, sur le premier, deuxième chapitre. Et comme tu disais, ensuite, après, c'est assez immersif, en fait. Au début, c'est déroutant, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire un livre comme ça. Et ensuite, c'est très immersif et ça nous plonge directement à l'intérieur de l'histoire et ça nous donne pas envie d'en ressortir. Donc pour ça, bravo d'avoir choisi cette mise en page et j'ai envie de dire quel culot aussi parce que enfin, je veux dire, c'est vraiment pas anodin. Enfin, je lis pas mal, alors peut-être pas de tout, mais j'ai jamais vu une mise en page comme ça, en tout cas dans un roman.
Bah, le culot, je pense que c'est Sarbacane qui l'a eu et puis qui l'a depuis longtemps, en fait, qui peut, pour des ados, écrire des histoires voilà, qui peuvent être sacrément violentes, voire parler de sexe sans se poser la question. Voilà, c'est une collection et une maison d'édition qui fait depuis longtemps. Euh, Après, pour en avoir discuté avec eux, c'est vrai que bah, la première fois qu'ils ont publié Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, ils faisaient un pari, quoi. Parce que, voilà, est-ce que... bon, alors, en Angleterre, ça se fait pas mal et ils savent depuis longtemps que les ados sont prêts, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que peuvent être les personnes les plus vieilles, hein, et sont prêts finalement à recevoir des choses qui n'ont jamais été faites. Euh, et, euh, voilà, fallait qu'à un moment, quelqu'un se jette à l'eau, ils l'ont fait, ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est bien. On prend pas les lecteurs pour des idiots, quoi. On peut Ouais, leur complètement. proposer autre chose de différent. C'est une Même bonne si ça démarche. nous, même si ça nous déroute en début, ben, au final, c'est beaucoup plus immersif qu'un simple texte posé comme ça sur des pages. Au-delà de ce que ça raconte, il y a une mélancolie, celle du drôle déjà, du personnage principal, mais celle de tout le monde qui sont comme pris dans une toile d'araignée au sein de laquelle il y a personne ne fait ce qu'il veut vraiment. Tout le monde est assigné à un poste qui n'est pas le sien pour survivre, pardon, ou par peur, ou parce qu'il pense voir quelque chose dans l'œil de celui qui le regarde. Euh, ouais, personne n'est à sa place du coup. Du coup, ça, c'était vraiment voulu de votre part. Vous en avez conscience ou c'est une interprétation encore, c'est juste mon interprétation et je délire? Non, mais l'interprétation est totalement fondée, elle est totalement là. Après, ça a été mis en exergue après coup parce que c'était là au premier jet de l'écriture. Voilà, c'est une thématique qui sans doute me tient à cœur euh, et qui est apparu. Hein. C'était vraiment le cœur de livre de se dire voilà un gamin pas à sa place. Si on devait résumer la thématique. Et finalement, face à des personnages qui parfois semblent être complètement à leur place, droit dans leurs bottes, mais sont peut-être plus compliqués que ça, plus complexes que ça. Euh, et d'autres personnages qui font des choses, pas sans spoiler, mais qui sont voilà, carrément parfois ragoûtantes, mais qui sont forcés de le faire ou voilà, qui sont dans une situation où ils sont obligés de montrer ce visage-là parce que c'est ce qu'on attend d'eux. En fait, c'est toujours le poids ça rejoint le poids de à quel point on peut être un poète et oser parler, prendre la parole devant tout le monde alors que tout le monde s'attend à autre chose, quoi. Voilà, donc on est complètement dans cette thématique-là. C'est amusant parce que pour moi, le seul personnage qui est à sa place, qui est content de sa place, c'est le personnage de Gerfo, pardon. La colonelle, les colonels, j'ai oublié. La, Ouais, les la- générales, le général, le colonel, ça colle aussi. Bon, c'est le chef de la grande troupe, hein, c'est le chef de l'armée qui est là. ouais, Euh, je pense, quoi. elle est à sa place, mais il y a quand même une faille. C'est une femme qui vieillit et qui, pour rester à sa place de colonel, dans le fond, a besoin d'un dragon. Elle est un peu elle est un peu dans ce mouvement-là, du plus loin, plus fort, plus vite. Il faut voilà, elle ravage tout sur son passage pour arriver à ses fins. Et dans le fond, elle cherche un œuf de dragon, quoi. Elle cherche quelque chose. Elle est aussi dans une espèce de rêve d'absolu. C'est presque un rêve de gosse avec voilà, sauf qu'on est dans un char d'assaut, quoi. Donc elle a ce côté-là. Un personnage qui pour moi est assez à sa place, c'est Gargotte, qui est le cuistot de la bande et qui, voilà, une fois qu'il il fait à manger pour une armée, mais vraiment le seul endroit où on peut se dire tiens, on est dans une maison, on est apaisé, il se passe quelque chose de sympa, c'est dans cette cuisine en fait. Et ce geste de cuisiner, c'est un geste, je l'ai compris après coup, qui finalement c'est un geste très maternel, quoi. Faire à manger dans une maison, dans une famille, c'est pas anodin, quoi. On nourrit tout le monde, on nourrit ses gosses, on nourrit, et voilà, il est arrivé. C'est rigolo parce que c'est un personnage qui est arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et qui face à l'ensemble de la noirceur du roman, finalement, mettait un petit peu d'air, quoi. Mm. Et ça a été un personnage important pour moi. Je le disais comme lieu de repli. Moi, j'avais beaucoup pressenti quand j'ai lu le livre
C'est que tous le peu de moments où le drôle se sent pas bien, mais un peu mieux par rapport à tout ce qu'il vit, c'est quand justement il est dans cette cuisine avec ce chef cuisinier. Ouais. J'ai une dernière question pour moi. Pour vous, l'histoire, c'est quoi au final? L'histoire de la dragonne et le drôle. C'est juste une histoire et rien de plus. C'est l'histoire d'une amitié, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de combat dans l'adversité ou comme il y a cette histoire de l'œuf et de la dragonne, c'est une histoire de maternité, de passage à l'âge adulte. C'est quoi pour vous Moi, je pense que l'idée de l'œuf, les premières choses que j'ai essayé d'écrire sans arriver au bout, parce qu'arriver au bout d'un roman, c'est compliqué. J'écris plein de débuts. On est toujours très fort en début. Euh, je pense que l'œuf, c'est quelque chose. L'œuf, ce qu'on couvre, ce qu'on garde près de soi, que ce soit une passion, son gamin, son premier amour, je ne sais quoi, c'est quelque chose qui est voilà, qui est très vif chez moi. Après, voilà, je suis pas psychanalyste et je n'ai pas spécialement envie d'aller creuser plus loin. C'est comme ça. Pour moi, c'est une figure très importante. Je pense que vraiment le nœud pour moi de cette histoire, c'est la question de la rencontre. C'est la question de la rencontre entre eux. Et après, il y a des choses que j'ai tilté un peu. Une fois, le psychiatre est peut-être pas très loin. Il y a des choses que j'ai tilté plus tard, en fait, d'avoir un personnage masculin qui est dans sa sensibilité et sa faiblesse, qui rencontre un personnage féminin qui est la toute-puissance, qui est un peu le Godzilla, quoi, la mère nature dans toute sa force et toute sa possibilité de destruction. Et voilà, c'est de se dire, des opposés absolus peuvent se rencontrer par une vibration, par le chant. Ok, merci. Jérémy, tu veux conclure? Tu as Moi, une j'ai pas dernière question? pas d'autres questions. C'était vraiment très complet. Moi, juste un merci pour ce moment que j'ai passé, en tout cas en lisant votre livre. Euh, Moi, je fais pas partie, alors sans rien spoiler du tout, mais je fais pas partie des gens qui veulent à tout prix des happy endings, un homme et une femme ou un couple plus ou moins qui finissent ensemble à la fin où tout est bien qui finit bien. Et j'ai aimé lire vos lignes poétiques et surtout arriver au bout de ces lignes-là, justement, qui offre tout de même une fin un peu surprenante et inattendue par rapport à ce qu'on peut s'imaginer en lisant le livre au début. Donc, vraiment, merci pour ça et pour, euh, pour votre qualité d'écriture et de mise en page. Merci beaucoup. Ouais, je plus sois. La fin, elle est bien. Elle est vraiment bien parce elle est pas bête. Elle est pas bête. Elle est un peu douce amère et personne n'est vraiment satisfait. Elle est vraiment bien. C'est vraiment bien comme fait. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur votre éditeur. Ils ne prennent pas les lecteurs pour des idiots, quoi. Ça fait plaisir. Oui, oui, je pense que vraiment c'est leur truc de parler à voilà un jeune lectorat de ce qui les intéresse, de ce qui peut les toucher, voilà, sans être voilà, sans être dans quelque chose qui est un regard d'adulte un peu condescendant sur la jeunesse. Là. Je pense que vraiment ils ont les pieds là où il faut, quoi. Après, par contre, pour rebondir là-dessus sur la jeunesse, enfin, j'ai du mal. Je me serais pas vu lire ça quand j'avais 14 15 ans, par exemple. Je pense pas avoir la maturité. Alors, j'aurais pu le lire, mais, euh, mais je pense que j'aurais plus facilement décroché un homme ou une femme, hein, un homme au sens large, plus adulte, en fait, et plus dans la réflexion, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben c'est rigolo parce que voilà, j'avais un libraire près de chez moi là qui assez vite m'a dit non, c'est pas là, moi je le mets en j'arrive dans la librairie, je dis bah, alors t'as plus mon bouquin, il me dit non, je l'ai mis en adulte, voilà, il vient là en fait. Donc le fait que ce soit un roman jeunesse, alors moi 100% j'écris de la jeunesse et c'est pas que c'est assumé, c'est que c'est brandi haut et fort. Et en même temps, bah, je pense que simplement, c'est un roman qui est par les yeux de quelqu'un de jeune. Et c'est ça qui fait que ce point de vue fait que c'est un roman jeunesse. Après, voilà, moi, très jeune, j'ai lu des romans qui étaient pas de mon âge. Voilà, je sais pas, à 10 11 ans, j'ai lu Dune, par exemple.
en passant, je pense, à côté de 95% des enjeux d'un monstre comme ça, de littérature et de complexité politique, etc., tout en accrochant ce qui se passait, quoi. Des fois, oui, on peut être môme et puis lire des choses pour, euh, pour plus vieux et puis que ça colle et vice versa en fait. J'ai beaucoup d'adultes qui sont revenus sur un roman qui est dit ado et en me disant que ça les avait touchés. Donc bon, on est tous des mômes de 12 ans. Oui, bien sûr, ça j'entends, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec l'étiquette littérature adolescente, parce qu'en fait, derrière tout type de littérature, comme vous dites, hein, on peut la lire déjà un peu à tout âge, et puis en fonction de l'âge à laquelle on lit un livre et on relit un livre, Ouais. ben, on y voit des visions différentes. Mais, mais voilà, c'est juste, je trouve ça dommage de coller une étiquette, enfin l'étiquette en tout cas de livre de littérature adolescente sur ce livre qui peut-être ferme la porte à des lecteurs qui devraient l'ouvrir. Ouais, ouais, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle richesse en livres jeunesse que, voilà, moi, j'invite tous les adultes qui nous écoutent, voilà, tous les enfants qui ont 50 balais et plus, d'aller se replonger, voilà, dans un très beau roman graphique, parce que c'est dessiné par Frédéric Pillot voilà, ou Rebecca d'Outremer, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui achètent des albums, par exemple, parce qu'ils sont beaux. Tout comme, voilà, moi j'ai fini par me plonger dans les One Piece parce que mes gamins ne veulent lire que ça. Et j'ai commencé à kiffer parce que, ouais, un côté Sangoku qui me plaît beaucoup. Et voilà, je pense que tous les livres sont pour tout le monde. Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du peur, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi. Comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi. Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants et ils auront mon pif. Je déboule dans ta vie comme les trottinettes à Paris. Je veux l'argent des Qataris, monsieur l'agent sur le tatami. Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du beurre, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi. Comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi. Elle veut que je lui fasse un bébé, puis deux, puis trois. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois. Je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure 3 ans? L'amour dure 2 mois. Ouais, l'amour dure 2 mois. Le grand remplacement c'est moi, puis eux, puis toi. Les grands méchants c'est nous, Rebeu, Renoir. Moi perso ça me va, je préfère mourir loup-garou que vivre en villageois, que vivre en villageois. Tu peux vivre ta vie ou regarder la leur sur le net. Pour une bagarre ou un date, j'y vais toujours sans lunettes. Je me fais rare, comme les blancs à Gare du Nord, éphémère. Comme la vie d'un garde du corps. Si je mets replay, le son est bon. Sinon, me demande pas, elles sont belles, j'en deviens débile. Je suis trop Matrix et gars, quand je te dis je t'aime, c'est toi ou ton pétard. Je sais plus, je sais pas, pourquoi on sait plus au départ. Dans mes rêves, un keuf me shoot, j'hésite à big rap du shit. Dans mes rêves, un peu de doute, j'hésite pas quand j'ai des dettes. Génération internet, jamais aimé qu'on me note. Je vais percer dans 2 minutes, le décollage est imminent. Je suis parti de chez mes rondas sans un ronga, c'est du beurre, pas du reggae. J'ai décidé de me décider, faire de la musique comme Bassidi. Comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi, comme Bassidi. Elle veut que je lui fasse un bébé, puis 2, puis 3. Elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois. Je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure 3 ans? L'amour dure 2 mois. Ouais, l'amour dure 2 mois. Le grand remplacement c'est moi, puis eux, puis toi. Les grands méchants c'est nous, Rebeu, Renoir. Moi perso ça me va, je préfère mourir loup-garou que vivre en villageois, que vivre en villageois. Donc Younes, le grand remplacement, j'adore le refrain, moi. J'adore le refrain, point à la ligne. On passe à la suite. On reçoit pour terminer l'émission Adrien Desnouettes, auteur de Nick Taras, une histoire du rire en France, et d'un essai sur Jim Carrey. Chaque fois je dis biographie, mais c'est plus un essai qu'autre chose, puisqu'il nous dit que Jim Carrey c'est un peu la face
cachés de l'Amérique. C'est d'ailleurs le sous-titre de son livre. On va parler de tout ça. On va écouter un extrait de l'interview qui a duré près d'une heure, beaucoup plus d'une heure, 1h20, il me semble, si c'est pas 1h30. Bref, on va écouter un extrait d'une dizaine de minutes et je vous donne rendez-vous pour tous les amoureux de cinéma et d'humour lundi prochain à 14h où l'interview intégrale sera diffusée. On remercie encore une fois Adrien Desnouettes d'avoir accepté l'interview avec nous et on se retrouve dans 10-15 minutes. À tout de suite. Ok, bonsoir, bonsoir. Merci à Adrien Desnouettes d'avoir accepté notre invitation. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Je suis avec Merci de Jérémy. l'invitation. Merci à vous. Je suis avec Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Adrien, bonsoir Christophe. Alors, on reçoit Adrien Desnouettes qui a écrit deux livres, pardon, aux éditions Façonnage. Le premier, c'est Jim Carrey, l'Amérique démasquée, qui est en rupture de stock actuellement. C'est prévu pour quand la réimpression, vous savez, ou pas? Moi, j'aimerais que ce soit fait le plus vite possible, mais l'éditeur espère décrocher une aide de réimpression. Parce que c'est un D'accord. livre qui coûte assez cher, donc il faut le faire quand même dans un certain volume. Et voilà, enfin, on m'a beaucoup demandé de le réimprimer, je ne vous le cache pas. Oui, j'imagine. Je dis beaucoup, c'est des institutions, des festivals, la Cinémathèque, des trucs comme ça, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas eu le temps de l'avoir tellement c'est parti vite. Et moi, j'aimerais bien que ce soit réimprimé, mais c'est pas encore, j'ai pas de date. D'accord. Ça permet de faire le lien, les couvertures et les éditions Façonnage, elles font de belles couvertures. Hein. Celle de Nick Taras, elle est géniale. Vraiment, vraiment très, très jolie. Et celle de Jim Carrey, l'Amérique démasquée aussi, elle est vraiment bien. Elle se déplie, c'est coloré. Ouais, c'est vraiment un beau travail, quoi. Je ferai suivre le compliment à l'éditeur. Donc, on va parler de Jim Carrey, donc l'Amérique démasquée, et aussi de Nick Taras, toujours aux mêmes éditions Façonnage. Et je vous propose de démarrer par Jim Carrey, du coup, avec une question toute simple. Pourquoi avoir voulu écrire sur Jim Carrey? Alors, pourquoi? En fait, la réponse serait valable pour les deux, en fait, autant pour Jim Carrey que pour l'autre. C'est que quand je me mets à écrire un livre, c'est-à-dire qu'on se lance quand même dans une aventure d'écriture qui est longue. Alors, je ne connais pas la moyenne, mais moi, je m'estime particulièrement laborieux. Par exemple, Jim Carrey, alors bien sûr, c'est pas en temps continu, mais ça m'a pris 2 ans, en gros, de travail. Et Nick Taras, qui est plus petit, ça m'a pris 1 an. Donc, quand je me lance dans une aventure comme ça part toujours de, disons, 2 sentiments. Le premier, c'est un choc esthétique. Le premier, c'est que je suis frappé esthétiquement, c'est-à-dire par la force ou par la beauté d'une œuvre. Et le deuxième, qui est vraiment lié à ce choc esthétique, c'est un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que quand j'ai un choc esthétique très fort, par exemple, je vous dis une bêtise, là tout à l'heure, cet après-midi pour le boulot, j'ai été revoir Casino de Martin Scorsese. Bon, j'ai un choc esthétique très fort, c'est un très grand film, mais je n'ai pas de sentiment d'injustice, parce que Martin Scorsese, tout le monde écrit sur Martin Scorsese, et ça fait 4 décennies que Martin Scorsese est considéré comme un génie. Aucun problème. Par contre, quand je vois le travail de Jim Carrey, quand je le redécouvre, par exemple, quand je deviens critique autour de 25, 26, 27 ans, et que je constate que personne ne l'a jamais pris au sérieux, là s'ajoute à mon choc esthétique un sentiment d'injustice, une vraie injustice. Je me dis, c'est pas normal que ce mec-là ne soit pas considéré comme un génie. Il va donc falloir faire le travail critique, c'est-à-dire le travail de description, le travail aussi de documentation, pour prouver à tout le monde que j'ai raison d'être frappé comme ça, que j'ai raison d'avoir ressenti ce choc esthétique. Ça, c'est vraiment la raison première, c'est-à-dire un choc, waouh, qu'est-ce que c'est fort, et une injustice, mais comment se fait-il que personne ne soit aussi enthousiaste que moi sur Jim Carrey, qui est un pur génie de la comédie. Donc voilà, c'est valable aussi, disons, pour le deuxième livre, Nick Taras, qui en fait ne souligne pas à quel point il a un personnage principal, mais vous qui l'avez lu, vous savez qu'il en a un quand même. C'est un humoriste français, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Mustapha El Atrassi. Et c'était pareil, en fait. Quand je l'ai découvert, c'était exactement le même choc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais incroyable ce qu'il est en train de faire, pourquoi personne n'en parle? Donc voilà. D'accord. Jérémy, tu veux rebondir? Moi, j'avais une question justement par rapport à ce sentiment, à ce choc esthétique par rapport à Jim Carrey. Est-ce que aujourd'hui vous êtes un nostalgique de Jim Carrey ou vous êtes quelqu'un qui croyait toujours qu'il est dans l'air du temps? Comment vous le percevez aujourd'hui, Jim Carrey?
Bah, je le perçois. C'est marrant cette question parce que ça fait écho à une discussion que j'avais récemment avec une amie critique qui a elle aussi écrit des essais. Elle s'appelle Muriel Joudet sur Gina Roland, sur Isabelle Huppert, des essais voilà, sur des actrices. Et on discutait du lien qu'on avait avec les objets qu'on avait décrits comme ça. Moi, Jim Carrey, elle, d'autres actrices. Et je réalisais que j'avais pas du tout le même lien. C'est-à-dire que elle a gardé une espèce de grande loyauté par rapport à son sujet, où on va toujours rester dans un rapport assumé, hein, mais de défense, quoi. J'en parlais aussi avec un ami qui a écrit sur David Fincher, par exemple, et on a été voir le dernier David Fincher ensemble à la Cinémathèque, et j'en étais très déçu, alors que j'adore David Fincher. Mais lui, comme il a travaillé dessus, il le défendait tout en un peu avec mauvaise foi, tout en considérant que oui, c'est vrai que c'est pas un grand. Ben moi, j'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que Jim Carrey, je le perçois comme un objet, disons, un objet esthétique. J'ai très peu d'empathie par rapport à la personne. Ça fait peut-être de moi une espèce de psychopathe, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les œuvres. C'est ce qu'ils ont laissé, en fait, ce qu'ils font. Et un artiste, quand il laisse une œuvre ou quand il est actif, il ne m'intéresse que parce qu'il est actif et que son œuvre m'intéresse. Le devenir de cet artiste m'intéresse si c'est intéressant, si c'est symbolique. Dans le cas de Jim Carrey, c'est intéressant parce que Jim Carrey a complètement disparu. Il a même déclaré qu'il prenait sa retraite. Et c'est un peu l'objet du bouquin que vous avez sans doute lu. Mais l'idée, c'était d'en faire le symbole d'une autre disparition qui est celle de carrément la comédie de cinéma américaine. C'est-à-dire la comédie populaire, la comédie qu'il a incarnée, dont il a été le roi jusque, disons, au début des années 2000, c'est dire, bah, c'est marrant, le dernier roi de la comédie disparaît et tout le genre disparaît avec lui. Donc, disons, ça m'intéresse. Maintenant, le Jim Carrey d'aujourd'hui, non, j'ai pas du tout un rapport nostalgique. Il a fait son temps, c'est une époque, j'ai pris énormément de plaisir à décrire tout ça, j'ai pris énormément de plaisir à dire à quel point ça méritait d'être inscrit dans l'histoire du cinéma, parce que ça avait une valeur esthétique. Après, je ne suis pas du tout dans la nostalgie de ça. Jim Carrey a fait son temps et j'attends juste de voir la suite. Maintenant, je ne suis pas nostalgique, mais je ne suis pas très optimiste. C'est-à-dire que je suis optimiste par rapport au rire. Le rire trouvera toujours à s'exprimer, mais je ne suis pas très optimiste par rapport au cinéma. J'ai énormément de mal à voir des relais, à percevoir des signes positifs, prometteurs, voire même qui me donneraient un peu matière à espérer pour qu'une relève ou quelque chose revienne en termes vraiment de rire dans le cinéma américain. De rire au sens vraiment le plus large, quoi. Ce qu'ils ont été, enfin, je veux dire, ce qui a fait d'ailleurs leur génie. Hein. N'oublions pas que le cinéma américain commence à dominer le monde avec le burlesque. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça fait partie de son code génétique. Et ça, je vois quelque chose disparaître. Et quand une partie de votre code génétique est en train de disparaître, c'est jamais bon signe. Donc, j'y vois le symptôme de quelque chose qui me rassure pas. Après, ça ne veut pas dire que je suis nostalgique. Je veux dire, je préfère que Jim Carrey arrête de faire des films plutôt qu'il s'obstine à faire des mauvais films, ce qui abîmerait un petit peu son image à mes yeux. D'accord. Très bien. Moi, je veux bien rebondir sur l'injustice dont vous parlez. Donc, vous dites que le premier choc pour vous, c'est l'injustice. Alors, moi, je l'ai vu sur l'injustice, je l'ai plutôt vu sur le deuxième, sur Nick Taras, sur Moustapha Al-Rassi. Mais pour moi, Jim Carrey, au-delà de l'injustice, j'ai plutôt vu l'histoire d'un marginal j'allais dire la remise au goût du jour, non, mais de remettre les marginaux à leur vraie place avec leur film, avec la carrière de Jim Carrey. Moi, j'ai plutôt vu le premier livre, donc Jim Carrey, La mairie démasquée, comme une ode aux marginaux. Et j'ai trouvé que toute sa carrière, elle s'est vraiment faite à la marge, quoi. Que ce soit dans ses débuts, dans les cabarets, dans les stand-up, mais aussi dans la série In Living Color, qui était sur Fox, si je me souviens bien. Sur Fox, oui. Est-ce qu'on peut parler de cette série, tiens, In Living Color? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement et pourquoi elle a été importante dans la carrière de Jim Carrey? Ah bah, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Je pense que sans In Living Color, il n'y a pas le Jim Carrey qu'on connaît. C'est-à-dire que Jim Carrey, c'est ce que je décris dans tout le début du bouquin, au début, disons qu'il a connu un succès assez fulgurant au Canada, très très jeune, 16-17 ans. À 19 ans, c'est déjà quelqu'un de connu au Canada qui décide logiquement, comme ça arrive, puisque les États-Unis sont juste à côté, d'aller tenter sa chance à Hollywood. Sauf que pendant 10 ans, 10 bonnes années, voire plus, eh ben, passer la petite curiosité qu'il y a à découvrir son show de mimique, de grimace, vraiment il avait un show de morphing où il était capable de faire surgir n'importe quel personnage, passer la curiosité des premières années et ce show qui n'évolue pas trop, en fait il n'a pas évolué dans sa carrière, Jim Carrey. Il a raté plusieurs fois le casting du Saturday Night Live, qui est l'émission de sketch
de référence aux États-Unis. Disons que s'il voulait faire une carrière, en gros, la logique, ça aurait été qu'il aille au Saturday Night Live, qu'il soit repéré, puis éventuellement, derrière, il connaisse une carrière d'acteur de cinéma. Ça n'a pas du tout eu lieu. Il a vraiment bidé, il a connu bide sur bide, je ne reviens pas dans le détail, mais il a même tenté de la sitcom, tout ça. Il n'a pas vraiment été repéré. Et pourquoi In Living Color, cette émission est vraiment importante, c'est qu'en fait, In Living Color, c'est un contre-Saturday Night Live qui est mis en scène et conçu par des acteurs afro-américains, des Noirs, les frères Wayans. Alors, les frères Wayans qui s'ajoutent, évidemment, qui s'adjugent d'autres acteurs, mais plutôt des Noirs et plutôt des Latinos et plutôt des gens qu'on ne voit pas en fait à la télé. Et donc, on va faire un contre-Saturday Night Live où, comme vous le savez, dans les années 80, on était sur la règle des quotas et vous alliez avoir un Noir pour tout le reste du casting qui allait plutôt être blanc. Or, le Noir, c'était Eddie Murphy, qui avait d'ailleurs fait genre dans les années 80, et c'était ça, la comédie qu'on attendait, c'est-à-dire, certes, un corps marginal, mais sympathique, souriant, fédérateur. N'oublions pas qu'Eddie Murphy, ça part certes d'un stand-up un peu agressif, mais déjà, ça n'a jamais été aussi agressif que Richard Pryor. Et ensuite, Eddie Murphy, il fait le choix du succès commercial. C'est-à-dire qu'il fait le choix de plaire à tout le monde. Il fait des buddy movies, quoi. C'est-à-dire des films où au début, il joue avec un blanc avec qui il ne s'entend pas trop, et à la fin, ils sont comme tu es chemise. C'est ça la morale du buddy movies. Et donc, Jim Carrey, il arrive là-dedans avec des Noirs qui, eux, ne sont pas du tout les mêmes. C'est des Noirs qui veulent affirmer qu'ils sont des marginaux, que c'est la place que leur réserve l'Amérique, et c'est en marginaux qu'ils vont rire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout jouer le jeu de la dénonciation, de la contestation moralisante, sociale, pas le jeu d'une satire incriminante, ils vont surtout se moquer d'eux-mêmes, en fait. Mais ils vont se moquer de l'image que les Blancs ont d'eux-mêmes. Et donc, ils vont pousser tous les marqueurs de l'humour, de l'offense, du rire gras au maximum. Si bien qu'ils vont tout le temps flirter avec la censure. Et le seul acteur blanc de cette émission, c'est Jim Carrey. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, les frères Wayans, ils avaient compris quelque chose, c'est qu'à force de se faire recaler de partout, Jim Carrey avait commencé à nourrir une espèce de noirceur, d'amertume, de frustration. Ses shows étaient devenus de plus en plus noirs, vraiment dans la noirceur, quoi. Et ils se sont dit, mais ce mec, en fait, est comme nous. C'est un mec qui est éternellement marginalisé, c'est un parasite. Et donc, il faut qu'on fasse de l'humour avec lui autour de ce personnage de parasite, qu'on révèle son personnage de parasite. Alors, ils ne se le sont pas dit consciemment comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a tellement déployé ses ailes, il a tellement, disons, complété son code génétique de la part de provocation, de la part d'outrance, de la part d'acceptation aussi de l'outrance de son propre talent. C'est-à-dire qu'il savait, c'était un corps élastique, un corps burlesque, une sorte de cartoon en chair et en os. Les frères Wayans se ont dit, mais très bien, fais ça, mais moque-toi de ta propre race, quoi. Moque-toi des Blancs. Et il l'a fait avec un délice inavouable, puisque de toute façon, les Blancs ne l'avaient pas accepté non plus. Donc en fait, il s'est retrouvé un peu blanc parmi les Noirs, et quand il a réussi, un peu noir parmi les Blancs. C'est-à-dire que c'était une présence étrangère, démesurée. C'est-à-dire que vous disiez c'est un marginal, c'est vrai, mais quand il est arrivé au cinéma, c'est un marginal qui a dominé l'industrie. C'est-à-dire que pendant 10 ans, en gros de 1994 à 2004, 2003, Jim Carrey, c'est l'acteur le plus rentable. Donc en fait, il a beau parler avec son cul dans Ace Ventura, il a beau être idiot à un degré spectaculaire dans Dumb and Dumber, il a beau se masturber sur Renée Zellweger dans Food Irene, ça reste des films qui cartonnent en fait. Donc ça devient un phénomène qui réoriente aussi les normes du goût à Hollywood. Il fait genre presque. Si bien que quelqu'un comme Eddie Murphy, dont je parlais tout à l'heure, va se mettre lui aussi à faire des films à la Jim Carrey. Quelqu'un comme Robin Williams, qui avait explosé un peu plus tôt, à la fin des années 80-90, va lui aussi se mettre à faire des films à la Jim Carrey. Typiquement, ils vont tous les deux faire des espèces de remakes de The Mask. Si vous revoyez Le Professeur Folding, c'est un The Mask avec Eddie Murphy. Si vous revoyez Flubber, c'est une espèce de The Mask avec Robin Williams. Donc, ce marginal est devenu plus gros que tout le monde, y compris plus gros que le cinéma. Et moi, c'est cette monstruosité-là qui m'a intéressé. Et ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de voir qu'elle partait de monstres sociaux, c'est-à-dire qu'elle partait de marginaux. Les Noirs d'In Living Colors se concevaient comme des étrangers, comme des parasites. Vous ne voulez pas de nous dans la carte postale? Très bien. On va singer la caricature que vous faites de nous et on va faire encore pire. On va devenir encore plus des voleurs, encore plus des émotiers, encore plus des vandales, et ça va nous faire rire. Donc c'est une espèce de... On s'accapare le cliché, on prend le stéréotype, on se l'approprie et on le fait exploser de l'intérieur. Et Jim Carrey a vraiment... il s'est épanoui dans cet humour-là. Ace Ventura, par exemple, c'est la suite logique de In Living Color. Lambo 47 hack. Genre de la caisse, ça fait comme un Mac. Tu veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque. Genga, à la fac.
c'est bouché sur un bateau. De 40 dans la L2, outillé comme Takeshi Kitano. Tournevis dans le lot et ça bouscule, on grossit le pécule jusqu'au crépuscule. À l'affût des vices de procédure, on cherche la preuve qui nous disculpe. Hey. Qu'une seule mif, mentalité Napoli. P38, Piaggio, Cannelloni. Trop fin des yébis, j'aurais ni cassé Tokyo ni Nairobi. Hey. J'ai un 106 si tu galbais comme Iron Man. Hey. À 50, autobahn pour garer le Mercedes. Il faut 2 places, je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses, je pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre, la petite elle veut de gosse. Et que je sois le père, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. Provenzano, Genovese, John Gucci. Je fais les boutiques, je prends que du noir comme un gothique. Hey, j'ai un 44 pour la tchouch mon vieux, j'ai dû faire pour les miochich. Hey chiche, pas que chiche, j'ai des rêves sur 10 piges. Ok, R1 RR, Paniga léger SXR. Je mets la caisse en équerre, usual suspect calaché dans le vestiaire. Et RIA VR, là me faut un hélicoptère. Plata dans l'ADN, garde bien la dégaine. Cellule iPhone X, comme Rames et Chef 10. La petite veleur, je remonte la manche, elle avait jamais vu des clips. T'as mis la charrue devant les bœufs, du coup t'es numéro 2. Spruncha dans le 4-4, je fais demi-tour devant les bleus. Pour garer le Mercedes, il faut 2 places, je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses, je pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre, la petite elle veut de gosse. Et que je sois le père, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn, la meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. On va terminer avec une petite interview. On reçoit Isaac, un rappeur, un jeune rappeur, dont j'apprécie énormément les textes. Ils sont vraiment, vraiment très forts, les textes. On écoute cet extrait et l'intégralité de l'interview est disponible dans l'émission précédemment sur toutes les plateformes de streaming audio. On écoute. Et j'ai choisi Isaac en référence à l'auteur qui m'a le plus impacté au moment le plus important de ma vie, c'est-à-dire Isaac Asimov, avec son cycle de la Fondation. Et Isaac, c'était ISAAC, normalement. Et des Isaac, il y en a énormément dans la musique, et pour des questions de référencement, pour des questions de ne pas être perdu parmi tous ces Isaac, j'ai choisi de juste changer et de faire ISA2C. Donc l'orthographe particulière tient juste à des raisons de... Quand je voulais taper mon pseudo et tout de suite trouver. Et pour le masque, c'est une réponse un peu plus complexe. Je l'explique dans Lettre à ma grand-mère, qui est sur Esquisse partie 1, je crois. J'ai passé ma vie à porter des masques, au sens métaphorique, à montrer des masques, à avoir le masque en famille, à avoir le masque avec mes amis, etc. et en souffrir beaucoup. Et alors que je me suis enfin débarrassé de tous ces masques dans ma vie personnelle, et alors que ma musique, c'est profondément moi, dans toute sa plus... c'est-à-dire un moi authentique, ma musique c'est moi. Ce masque, je dis dans Lettre à ma grand-mère, ce masque, c'est le dernier que je porte et le dernier que je porterai, alors je veux que ce soit le plus beau. Mais voilà, Isaac, c'est pour aussi dissocier le moi de Isaac, de ce projet en fait. C'est pas un nom d'artiste, c'est plus un nom de projet. Voilà, c'est le deuxième que je fais. Le premier n'était pas portable, même si c'était le plus beau à mon sens. Et celui-là, c'est plus le masque, voilà, pour les interviews, concerts. Même sur Instagram, ça s'appelle Isaac Artwork. C'est que à cette époque-là, j'étais un touche-à-tout, et je le suis toujours. Et je voulais à la fois, moi dans mon quotidien, dans ma manière de créer, je partageais à la fois mes créations graphiques, mes sculptures, je partageais tout de l'aspect artistique.
Et très vite, je me suis rendu compte que d'un point de vue stratégique, c'était mauvais que tout soit mélangé sous un seul et même pseudo. Donc je me suis dit, ok, Isaac, ça va être un projet bien précis, la musique, et comment partager ma musique. Et Eudros, c'était tout le reste. Il avait sa page personnelle, etc. Et en l'occurrence, Eudros, pourquoi est-ce qu'il est cité sur les premiers albums? C'est parce que c'est lui, donc moi, qui a fait les prods. C'est-à-dire la production, le son, les sonorités, tout, et j'en fais encore. J'ai laissé Eudros de côté. Non pas parce que j'arrête de faire de la sculpture ou quoi que ce soit, mais parce que je n'ai plus l'envie de la partager. Je n'y vois aucun intérêt, je le fais pour moi. Et du coup, tout repose maintenant sur Isaac. Voilà, j'ai plus cette envie presque schizophrénique de partager, de mettre un nom pour chacun. Non, je m'embête pas. Déjà, il y a Isaac, il y a un masque. Allez, ça suffit. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas partager autant dans mes mots si je ne cache pas ma personne, d'une certaine manière. Et même dans mes premières expériences sur scène ou en public, je me suis rendu compte que enfiler ce masque avant de commencer à rapper, alors que j'étais avec les gens sans le masque, je discutais avec eux, on parlait musique, on parlait artistique, mais le moment où ça y est, là c'est le moment de parler de soi, de prendre le rôle vraiment d'Isaac, c'est-à-dire de celui qui va déclamer son texte qui est personnel, c'est une forme de mise à distance du monde en fait, pour moi. C'est une forme de mise à distance du monde, de me dire je me coupe du monde, et là, je vais déclamer mon texte, et quand je le retire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que j'en parle à la troisième personne. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est juste une manière de me préserver. Cette question de la sincérité, c'est parce que je suis devenu authentique dans ma vie de tous les jours et que j'ai enfin mis un terme à tous ces masques, parce que c'est récent cette authenticité et cette capacité à m'assumer comme je suis. Que ce soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille, c'est très récent dans ma vie, ça doit dater de 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça que c'est à mettre en parallèle avec le masque. C'est-à-dire que cette sincérité, finalement, le masque est une manière de ne surtout pas me brimer. De ne surtout pas me dire « Ah non, là c'est pas possible, je peux pas dire ça, il y a un tel qui écoute, il y a un tel qui va savoir que c'est moi, il y a un tel qui va se dire ça. » Justement, cette manière de préserver, entre guillemets, cet anonymat, c'est une manière de me dire « Non, moi je veux que ma musique soit pure, soit sincère, soit authentique. » Et pour ça, j'ai besoin de ce masque. Au début, je voulais que ce soit un anonymat radical. Hein. C'est-à-dire ça, c'est une évolution récente. Je voulais que ce soit un anonymat radical. Je voulais presque dans une paranoïa et une angoisse, me dire mais imagine, patati patata, m'imaginer tous les scénarios où ma musique ou ce que je fais pourrait avoir un impact sur ma vie familiale, et là je pourrais avoir des milliers d'exemples d'artistes. Le premier qui me vient, c'est Orelsan avec une de ses chansons qui avait parlé d'un dîner de famille, et il avait raconté en interview que ça lui avait posé plein de problèmes. Et moi j'ai entendu beaucoup d'artistes se plaindre de leur perte d'anonymat. Donc au début, il y avait une forme d'angoisse, et je crois qu'un des plus gros déclics que j'ai eu, c'est quand justement on parlait de l'enseignement, c'est quand j'ai commencé à partager certaines de mes chansons, les plus légères, les plus aseptisées presque, mais certaines de mes chansons à mes élèves. Et ça a été un gros déclic de me dire, il se passe rien en fait, tout va bien, regarde, tu leur as fait écouter une chanson, même tu parlais d'Anira, mes élèves ils l'ont entendue. Qui est une chanson qui est extrêmement sincère, qui est extrêmement intime finalement. Et je leur ai fait écouter, et en fait je me suis rendu compte, moi je m'attendais à de la moquerie, à du jugement, je me dis mais ils sont d'une autre génération, ils écoutent pas ça, ils écoutent pas ces styles. Et en fait je vois qu'ils étaient touchés. Et je vois que ma sincérité pouvait toucher les gens, et surtout les gens autour de moi, et là où je m'attendais à une catastrophe, à un cataclysme, je me suis rendu compte mais non, en fait il se passe rien. Et donc j'ai décidé de garder quand même ce masque pour se préserver, pour être sûr que je me brimerai jamais, je me restreindrai jamais. Mais le partage à mes élèves m'a vraiment libéré de ça, de cette angoisse. Ma manière de travailler est complètement anarchique. Je le disais dans Poèmes égarés, je crois. Je balance quelques lignes comme ça par instinct, et on verra plus tard si elles valent la peine d'être écoutées. C'est ça ma manière de travailler, c'est-à-dire d'abord je crée,
Et après, je me pose la question de, ouais, là, ce que je viens de créer. La première question, c'est est-ce que ce que je viens de faire, c'est sincère ou est-ce que j'y ai trop réfléchi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai cherché à copier un style? Est-ce que j'ai trop cherché est-ce que c'est trop technique, trop savant? La première question, c'est celle-là. C'est, OK, ce que je viens de faire, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est moi? La deuxième, c'est, oui, d'accord, c'est moi, mais est-ce que ça vaut la peine d'être partagé? Donc, dans ma manière de travailler, il y a des périodes où je vais être concentré que sur les paroles. Mais c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est malgré moi. Il y a des moments où ça sort tout seul. Il y a des moments où je vais beaucoup produire de musique, des moments où je vais plus du tout faire de musique, d'où le concept des saisons. Plus du tout faire de musique et avoir une pause de 4, 5, 6 mois où je vais rien faire. Et d'un coup, je vais reprendre et c'est complètement anarchique. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Et je me fixe aucune règle. J'ai pas de process. Mon seul process dans la musique, c'est pour pouvoir créer, et ça je pense que c'est même dans mon process artistique, pour pouvoir créer, il faut vivre. Pour pouvoir avoir quelque chose à dire, ou quelque chose à faire, ou quelque chose à montrer, quelque chose à partager. Pour avoir quelque chose à partager, il faut vivre. Et quand je sens que mon réservoir d'inspiration s'essouffle, je fais une pause artistique et je réapprends à vivre, toujours, à sortir, à apprécier la vie. L'expression artistique, pour moi, c'est un besoin vital. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant 2 semaines, j'ai pas touché à la musique parce que j'avais pas ça à côté de moi. Ça s'est exprimé dans d'autres choses. Ça s'est exprimé dans des sculptures en pierre, ça s'est exprimé dans la cuisine, ça s'est exprimé dans... Mais je dirais qu'avec tous ces supports artistiques que j'ai expérimentés, la musique est celui qui est venu le premier et celui dont je ne me lasse pas, dont je ne me lasse jamais. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la musique c'est le médium, la musique c'est le médium dont je ne me lasse pas et qui est venu le premier depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. Il y a une évolution dans mon écriture parce qu'il y a une évolution dans ma vie. Comme mes textes, c'est mon inconscient qui les écrit et ils sortent tout seuls, et comme mes textes sont le reflet de ce que je vis et de ce que je ressens, ayant évolué dans ma vie, mes textes ont évolué. Après, je pense qu'au-delà de ça, mon écriture s'est affinée, et encore. Non, je pense que j'ai appris à ce que les mots sortent plus facilement, c'est-à-dire j'ai une facilité d'écriture qui est encore plus grande que celle que j'avais avant. J'ai une facilité d'écriture dans le sens où ça sort beaucoup plus facilement, mais l'évolution n'est que le fruit de mon évolution personnelle. L'évolution dans mes textes n'est que le reflet de mon évolution dans ma vie. Je ne sais pas si les dernières chansons répondent aux premières, mais je sais que j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais à l'époque où j'écrivais les premières. Donc peut-être que ça transparaît dans ma musique et que je m'en suis pas rendu compte. Mais je sais que je dis beaucoup, je sais que c'est beaucoup apparu dans mes derniers textes, cette notion de... Non, même pas, dans les textes de esquisse et de vision trouble, je crois, je sais plus comment il s'appelle cet album, c'est pas grave. Vision. La notion de répondre, j'ai répondu à mes questions d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui m'a libéré de beaucoup de choses, et dans les derniers textes, il y a beaucoup plus un apaisement.